Echoes Studio. Bonjour à tous, un nouvel épisode de The Big Shift à la maison. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Je suis devenu un vrai YouTuber. Wow. Et à en parler à vos amis, parce que le bouche à oreille, c'est la première façon avec laquelle on peut faire grandir ce podcast, avec laquelle on peut sensibiliser le plus de monde possible. Et donc pour ça, j'ai besoin de votre aide. Donc si c'est pas encore fait, vous vous abonnez. Et si ça vous tente vraiment, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et même laisser un commentaire sur Apple Podcast. Et ça, c'est vraiment le top du top. Maintenant qu'on a dit ça, j'accueille aujourd'hui Anne Toumieux. Salut Anne. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'écologie et d'enfants. On l'a jamais fait encore dans The Big Shift. On a eu un épisode assez récemment et je pense qui est sorti en fin février avec Adrien Henriet où on a parlé d'alimentation, d'éducation alimentaire. Et donc, on a pas mal parlé de comment est-ce qu'on fait pour éduquer les enfants à ces sujets-là. Et donc après, je me suis dit, bah oui, mais du coup, ces enfants, l'écologie, qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Qu'est-ce que nous, on peut leur expliquer? Et donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui avec Anne, qui a écrit un livre qui s'appelle « Dis, c'est vrai qu'on peut soigner la Terre ». Alors, avec ce titre-là, on se rend bien compte que ça peut être destiné aux enfants. On se rend bien compte que ça peut aussi être destiné aux adultes qui veulent expliquer aux enfants. Et on va voir tout ça dans cet épisode. Avant de commencer, est-ce que tu peux, te présenter et puis, en deuxième partie, me dire qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre et ta vision un peu de la situation sur l'éducation écologique des enfants. Alors moi, je suis Anne Toumieux. Ah oui, c'est très vaste. On est parti pour plus d'une semaine ensemble au micro là. Je suis maman. Je me présente comme ça généralement quand on parle d'écologie d'enfants parce que c'est lié. Souvent, c'est avec la maternité, plus généralement la parentalité qu'on se penche sur la question si on ne l'avait pas fait auparavant. J'ai donc 2 enfants et ce livre, en fait, c'est un petit peu la suite du livre que j'avais écrit précédemment qui s'appelle comment? Tu sais, toi? Qui s'appelle J'arrête le plastique. J'arrête C'était pour le voir si tu plastique, suivais. C'était un livre coach, donc on était déjà dans un truc assez pratico-pratique. Et avec les enfants, on arrive tout de suite dans le dur, en fait. C'est-à-dire que quand tu as des enfants, tu ne peux pas échapper à leurs questions, que tu sois bien réveillé, pas réveillé, en gueule de bois, et qu'ils te prennent au petit déjeuner en te demandant pourquoi on tue les animaux. Voilà, on est tout de suite dans quelque chose de très concret. Et ça manquait, en fait, sur le marché, un livre de transmission. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres sur l'écologie aujourd'hui. Je crois que vraiment, l'information, elle est disponible si on la cherche. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants, des ateliers de sensibilisation, des jeux, il y a énormément de supports. On peut même trier des déchets sur des pour voir si tu le mets dans la bonne poubelle, sur des applis. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. En revanche, moi, ce qu'on me disait beaucoup, parce qu'on parle avec d'autres parents quand on est soi-même parent, c'est comment on en parle. Et notamment parce que les enfants commencent à récupérer de l'information ailleurs qu'auprès de leurs parents. Donc là, c'est l'enfant qui revient de l'école, qui a été justement, qui a vécu un atelier ou une leçon sur un thème écologique et qui te pose la question. Et les parents, eux, ne savent pas toujours répondre, soit parce qu'ils n'ont pas la connaissance, soit parce qu'ils n'ont pas les mots. Et à la croisée de ces 2 chemins-là, soit parce qu'ils pensent que les enfants ne peuvent pas comprendre. Moi, avec ce livre, je pars du principe que les enfants peuvent tout comprendre, évidemment à des degrés divers, évidemment de différentes manières plus ou moins précises. Le grain s'affine avec l'âge, évidemment qu'un enfant de 3 ans, le réchauffement climatique, comme c'est déjà très nébuleux pour beaucoup d'adultes, évidemment. Mais je pense qu'on peut tout expliquer si on a les bons mots. Donc c'est un livre qui se veut exhaustif, qui traite vraiment, pour moi, allez, je ne vais pas être prétentieuse, on ne va pas dire 100%, mais plus de 90% des questions d'écologie contemporaine et que l'on peut se poser à l'heure actuelle, et qui, à chaque fois, pour chaque question, puisque c'est 40 questions-réponses, la réponse, en fait, se décline avec des mots d'adultes. Alors, c'est vulgarisé, puisque le but est quand même de donner de l'info, et ensuite, à hauteur d'enfant. Donc, c'est un livre que les enfants, on va dire, à partir de 9-10 ans, peuvent lire eux-mêmes pour la partie enfant, mais c'est surtout destiné à ce que les adultes s'emparent en fait des mots, eux-mêmes puissent utiliser finalement les mots d'enfant aussi pour fixer des connaissances qui sont parfois complexes, même pour nous. Et donc ensuite,
ouvrir le débat, répondre aux questions, parler avec les enfants. En fait, la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est parce que... alors moi, j'ai pas d'enfants à titre personnel, mais j'ai des frères et sœurs. C'est hyper écolo de pas avoir d'enfants, bravo. Et encore, la question, le débat est ouvert là-dessus. Ah bon, je reviendrai alors, mais... Le débat est ouvert là-dessus, à mon sens. Mais bon, il se trouve que j'en ai pas. En revanche, j'ai des neveux et nièces. Et donc, je me posais cette question. Et en plus de ça, parmi les auditeurs, on a une grande majorité qui ont entre 25 et 40 ans. Et donc, qui ont quand même une proportion à être jeunes parents qui est assez élevée. Donc, je me suis dit que ça pouvait être un épisode qui intéresse. Il y a une première chose qui m'a, en lisant ton livre, que j'ai binge read ce week-end. Ça veut dire lu en diagonale. Hein, pour, ça veut dire lu vite, mais avec attention, s'il te plaît. C'est moi qui vais poser les questions, on va voir. Un terreau surprise. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la question de la définition de l'écologie, tu l'as traitée à la conclusion parce que tu t'en étais pas rendu compte pendant l'écriture du bouquin. Et c'est ta fille qui t'a dit, mais maman, en fait, c'est quoi l'écologie ? Au moment où tu allais éditer et imprimer le livre. Et à ce moment-là, tu as bugué sur la définition. Et du coup, peut-être question piège, on va voir. Mais t'avais dit qu'il n'y aurait pas de question piège. Ouais, je suis désolé, j'ai menti. Et du coup, la question, c'est si tu devais dire à ta fille aujourd'hui qu'est-ce que c'est l'écologie, comment est-ce que tu lui présenterais ? Alors, ma fille et les enfants quel âge, en général, alors la plus grande, elle a 8 ans et la plus petite, elle a 6 ans. Je dirais d'abord que c'est prendre soin, tout simplement. C'est prendre soin de la nature, prendre soin des animaux. Et une fois que tu as dit ça, en fait, c'est comme un fil et puis il y a la pelote qui vient, en fait. Quand tu tires dessus, prendre soin, ça veut dire évidemment ne pas abîmer, ça veut dire réparer, prendre soin. Alors, c'est un mot qui est un petit peu féminin, un petit peu maternel, hein, le soin. Mais ça s'applique en fait à la nature, quoi, qui est... on peut justement la personnifier un petit peu, cette nature, auprès des enfants. Et d'ailleurs, ils le font parce que quand on est enfant, on s'en souvient pas, mais on est dans un monde de personnages, on a l'imagination qui déborde. C'est malheureusement des choses qu'on perd en route, hein, souvent. Mais donc, les enfants, ils passent leur temps à jouer avec des petits animaux, avec des arbres, avec les dinosaures. Il y a plusieurs personnes dans leur tête, hein, quand ils jouent. Donc, la nature, c'est aussi une sorte de je sais pas, c'est comme un playground, quoi. C'est comme un décor dans lequel ils pourraient imaginer jouer. Il y a l'eau, il y a le ciel, les éléments, tout ça. Prendre soin d'une manière globale, ce qui n'est pas une définition très exacte, mais pour un enfant, ça a du sens, je pense, de dire ça. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tes filles ont découvert un peu tout ce prisme-là de... en fait, on est dans un monde qui n'est pas forcément écologique et dans lequel on nous demande de l'être ? Alors, les enfants se rendent rarement compte de ce que tu viens de dire. Les enfants, malheureusement, les enfants prennent ce qu'ils vivent comme la normalité. Hein, c'est pour ça que des enfants qui sont victimes de violences peuvent mettre, par exemple, des années... c'est mon autre cheval de bataille, pardon. Mais je digresse, mais tu vois, peuvent mettre des années à se rendre compte parce que s'ils se prennent des baffes tous les jours à la maison, c'est leur normalité. Donc, des enfants qui vivent à Paris, il y a des crottes de chiens, il y a des poubelles, bon, surtout en ce moment, mais c'est leur normalité. Donc, les enfants vont rarement remettre en question leur environnement naturel. En revanche, leur sensibilité par rapport à la nature, elle est quand même bien plus intacte que la nôtre. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être un instinct. Donc, ils vont pas raisonner en termes de on fait n'importe quoi, mais ils vont réagir, notamment si on leur a donné ces valeurs-là, quand ils voient un papier par terre, quand ils voient un animal qui souffre. Là, c'est de l'instinct qui est en fait finalement quelque chose qu'ils n'ont pas appris. Enfin, c'est que nous, on a perdu en tant qu'adultes. On a perdu cette sensibilité-là. On a perdu cette attention portée à l'autre. Enfin, un enfant, il voit un petit oiseau qui est mal, il va tout de suite vouloir le... Enfin, t'imagines, tout le monde là qui nous entend, t'imagines tout de suite l'enfant qui va caresser l'oiseau, qui va vouloir une petite boîte, maman, il lui faut une petite couverture. Enfin, ils ont ce soin, en fait, ce care, ils l'ont en eux. Donc c'est par ça qu'ils vont arriver eux-mêmes à venir nous chercher sur des questions écologiques. C'est si toi tu leur dis ne jetez pas les papiers par terre ou dans la mer parce que les poissons peuvent les manger, et quand ils voient dans un square ou quelque part dans une balade en forêt des papiers par terre, moi en tout cas mes filles elles vont naturellement me dire ils sont dégoûtants les gens,
pourquoi? Et là, c'est la question qui tue. Pourquoi? Et là, je ne sais pas, ma fille. Ils n'ont pas dû faire exprès. Et surtout, quand tu arrives à répondre au premier pourquoi, il y en a souvent un deuxième, un troisième, un quatrième. Et en fait, tu rentres dans des strates de profondeur qui sont de plus en plus difficiles à expliquer. Et effectivement, ça vient aussi avec l'âge. Ouais. Mais c'est vrai que les enfants, la porte d'entrée, c'est l'expérience, c'est ce qu'ils vont voir et qui va leur sembler anormal par rapport à ce qu'ils connaissent. Donc quand je disais les enfants, parce que ça peut paraître un peu à l'opposé de ce que je disais il y a 5 minutes, un enfant qui vit à Paris, pour lui c'est normal peut-être qu'il y ait des crottes de chiens par terre. Par contre, s'il voit quelqu'un qui shoot dans un pigeon, ça, normalement ça devrait le faire réagir. Voilà. Donc c'est assez instinctif finalement. Quoique nous autres Parisiens avons une relation toute particulière aux pigeons. Donc c'est même pas sûr là-dessus. Ne commence pas à critiquer la biodiversité parisienne. Hein. On fait avec ce qu'on a. Et les cafards, n'oublions pas, étaient là bien avant nous, donc respectons-les. Ok, je connaissais pas. Là-dessus, j'avoue, je connaissais pas du tout l'histoire des cafards. Et ils seront là après nous, tu sais, les cafards. Il y a des chances. Est-ce que tu sais un peu à partir de quand tu as commencé à en parler avec tes filles? Parce que du coup, est-ce que d'ailleurs c'est quelque chose qui t'est venu au moment où tu as eu des enfants? Ou est-ce que c'était là avant et tu t'es toujours dit c'est comme ça que je vais en parler à mes filles? Alors moi, je me souvenais pas, mais effectivement, j'ai quand même toujours eu un truc avec les animaux, c'est-à-dire que mes cousins me l'ont rappelé, en fait, avec ce livre, avec des choses que je peux poster sur les réseaux sociaux. Ils m'ont rappelé, ah ouais, mais toi, de toute façon, toi, depuis toujours, tu veux sauver le monde, tu veux sauver les animaux. Ah bon? Je faisais ça, donc apparemment je faisais ça déjà avant. En revanche, bon, il y a beaucoup de mamans quand elles tombent enceintes qui vont se porter vers le bio, qui vont, voilà. Moi, c'est pas à ce moment-là. On va dire que c'est déjà bon à la naissance. Il se passe souvent 2 choses. 1, t'as envie de faire bien, et 2, t'as envie de faire mieux que ce que toi t'as vécu, ou ce que tes parents ont fait pour toi, ou que la société en général. Et je pense que c'est une donnée qui est de plus en plus vraie, parce que vu qu'on fait quand même beaucoup de la merde, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas envie de faire perdurer les systèmes nocifs dans lesquels on évolue. Et parce que, tu l'entends cette phrase, hein, quel monde va-t-on laisser à nos enfants ? Alors après, il y a aussi ceux qui disent, qui s'en foutent un peu, là, qui disent, bah non, c'est les enfants, notre avenir est entre leurs mains, tu sais, genre, c'est pas mon problème, c'est eux. T'imagines quand même la culpabilité et la charge. On déjà pas mal sur notre génération. Hein. Oui, déjà, c'est vrai, nous sommes jeunes. On va dire que toi et moi, on a le même âge, on va dire ça. Mais en tout cas, moi, c'est venu beaucoup, du coup, avec le plastique, puisque j'avais écrit ce livre avant, vraiment sur le plastique. Et il y a... c'est à la limite entre la croyance et l'habitude, hein. Tu sais, les produits laitiers, là, qui sont censés être tes meilleurs amis pour la vie, qui donc ne le sont pas du tout, mais ne rentreront pas dans ces considérations. Tu as dû traiter ça en nutrition, peut-être justement, il y a 15 jours. En partie, ouais. Donc bref, dans l'esprit, dans l'inconscient collectif, à ton enfant, tu donnes un petit dessert lacté. Et ces petits desserts lactés, si tu en donnes à chaque repas, et que tu as 2 enfants, et que tu sors pas les poubelles tous les jours, mais on va dire si tu mettais de côté ce pot de yaourt, à chaque fois que à la fin de la semaine, tu as un sac poubelle plein, il y en a, je sais plus, j'avais fait le compte, tu as genre 400 pots de yaourt, je veux dire, c'est des chiffres qui donnent le tournis, quoi. C'est n'importe quoi sur le mois, donc, sauf qu'on le voit pas, parce qu'en fait, on s'en débarrasse au fur et à mesure, et donc c'est ça, toute l'histoire la problématique des déchets et de la conscientisation des déchets qu'on produit. Mais en gros, moi, ça m'a frappé à ce moment-là. C'est-à-dire que là, je me suis dit, mais... Attends, ça n'a aucun sens en fait. Parce qu'en plus, ils sont tout petits. Et puis bon, après, ça amène aussi d'autres questions. C'est qui a décidé de la taille du yaourt ? Pardon, je vais essayer de pas digresser, j'ai promis. Mais voilà, donc c'est des petits yaourts quoi, pour les enfants. Donc ça fait beaucoup de petits pots. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il y a eu ça. Et puis après, il y a eu... les enfants, ils n'aiment pas l'injustice. Les enfants, ils sont quand même très idéalistes au départ, avant qu'on leur casse un peu leurs rêves et qu'on les fasse rentrer dans des cases. Et donc, il y a l'histoire de ma fille qui, justement, enfin, je dis justement parce que c'est dans le prologue du livre, qui passe devant la vitrine d'un boucher et qui est très choquée de voir, en fait, un lapin entier. D'ailleurs, je crois qu'il avait sa fourrure. Enfin, voilà, c'est une sorte de décoration assez morbide, mais bref, qui est juste à la hauteur de ses yeux. Là, tu vois, les vitrines de boucher.
Et là, d'un coup, il y a eu 200 questions dans sa tête. Pourquoi, comment, un lapin, mais ah bon, mais on mange les lapins, mais pourquoi on les tue, mais pourquoi il est là, ce lapin mort, enfin c'est horrible. Voilà, et donc, bon, je vous spoile pas le prologue parce que c'est genre une partie chouette du bouquin, parce que justement, ça raconte ça. Mais en gros, tout de suite, il y a un espèce d'activisme. Parce que tout de suite, ma fille, elle se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Et elle me dit, en plus, elle parle même pas pour elle. À ce moment-là, ma fille me dit, mais il y a des enfants, ça peut les rendre tristes de voir ça. C'est-à-dire que tout de suite, elle pense même aux autres. Tu vois, les enfants sont quand même vachement généreux à la base. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je suis là, donc... Là, tout de suite, j'ai pas très envie de rentrer dans la boucherie pour lui demander d'enlever son lapin. Mais on peut. Mais on peut essayer. Moi, je réponds, franchement, je dis, bah écoute, on peut rentrer dans cette boucherie et demander au monsieur soit d'enlever le lapin, soit pourquoi il a choisi ça, soit si tu veux, sinon tu te mets devant la boucherie, tu donnes des tracts aux gens. Bon, tu as 6 ans, a priori, ils vont pas appeler les flics, mais voilà, il faut lui donner quelques bases en fait. Les enfants, en fait, tu t'en rends compte, sont très vite militants. C'est-à-dire que dès qu'ils sentent ça, ils s'amusent à faire des manifs. On ne veut plus de devoirs, on ne veut plus de devoirs. Ils font, c'est pour rigoler à l'école, mais ils le font très, très naturellement. Donc, il suffit de pas grand-chose, en fait. Eux, ils allument un peu la flamme, mais toi, si tu les lances, ils sont super engagés. Et donc, à tel point que moi, quand j'ai raconté cette histoire de pot de yaourt, et puis j'en ai parlé, alors à l'époque, c'est surtout ma plus grande, elle m'a dit, mais moi, je veux plus manger ces yaourts, en fait, maman. Moi, maintenant, je veux qu'on achète des yaourts en pot en verre. Parce qu'elle avait compris le recyclage, etc. Bon, après, évidemment, tu dois connaître par cœur, mais si on est sur le cycle de vie, c'est pas aussi simple. Mais peu importe, je veux dire, l'engagement chez les enfants est immédiat. Ouais. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu vois, restons sur les pots de yaourt, parce que c'est un fil rouge qu'on a tenu depuis un moment. Comment est-ce que justement tu vas amener cette complexité si elle te dit je veux plus de pots de yaourt en polyestyrène parce que c'est trop mauvais, donne-moi des pots de yaourt en verre. Toi tu te dis en fait pots de yaourt en verre c'est pas si ouf que ça non plus si on les met au recyclage et dans ce cas en fait quelle est la bonne solution, maman, tu vois? Alors c'est pas justement c'est précisément à ce moment-là que avoir réfléchi à comment on parle d'écologie aux enfants est important. C'est-à-dire que tu ne vas pas lui dire ça. Parce que déjà, tu vas pas lui casser son élan, parce que c'est trop complexe de lui expliquer, et le pourquoi, elle va pas retenir, donc on va la perdre en fait. Donc t'expliques pas ça, juste tu vas lui donner la satisfaction de bien faire, ou de faire mieux que la veille. Moi finalement, la question, je trouve que c'est plutôt à l'inverse, c'est plutôt quand elle va être engagée sur un truc, et on va pas demander aux enfants d'être engagés sur tout, hein, déjà que nous on peut pas, mais... et que en fait le lendemain, elle te fait cette grande déclaration sur les yaourts. Par contre, le lendemain, elle te demande du jambon sous vide. Et là, en fait, c'est complexe parce qu'il faut aussi ne pas vouloir être absolutiste en fait, avec les enfants. C'est encore un autre chapitre. C'est-à-dire qu'à chaque question, c'est un chapitre. Donc, l'histoire de... et là, je t'ouvre carrément c'est la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, parce que, effectivement, comme tu l'as dit, la nutrition plus animaux égale... bombe, quoi. En gros, les enfants, voilà, enfin, les animaux, c'est leurs amis, c'est leurs héros. Donc là, en gros, ils mangent, tu vois, Peppa Pig, tu manges du jambon, tu manges Peppa Pig, en fait, ils mangent leurs amis. Non, mais c'est horrible. Donc, est-ce qu'il faut leur dire? Comment il faut leur dire? C'est là qu'il faut un peu réfléchir, faire un peu attention et utiliser quelques petites techniques simples. Bon, alors du coup, on a commencé à dire un petit peu comment est-ce qu'on abordait. Toi, tu dis, voilà, le premier point d'entrée, le point de contact, la plupart du temps, c'est les animaux. Alors, toi qui habites à la campagne, c'est peut-être même presque un peu plus simple parce qu'on en voit, tu me parlais des ânes, tu as un contact qui est plus... Tu as une proximité, tu vois. En ville, je ne sais pas si c'est aussi simple. En vrai, non. En vrai, c'est ni l'un ni l'autre. Moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à la campagne en ce moment, mais ça n'influe pas tellement. La campagne, c'est le contact avec la nature. Et plus tu es au contact avec la nature, plus tu développes d'empathie pour la nature. Voilà. Mais ça, c'est un truc que les gens qui font l'école au grand air avec les enfants le savent. En fait, ils vont respecter. Plus ils y sont, plus ils s'approprient les lieux, plus ils vont respecter. L'histoire des animaux, ça peut se jouer complètement dans l'imaginaire. Enfin, je veux dire, si en face de chez toi, qu'il y a des pigeons ou des vaches, alors les vaches, c'est concret. Enfin, je veux dire, tu manges normalement. Hein, je sais pas, Xavier, mais tu manges ni les pigeons, ni les ânes, toi.
A priori, ouais. A priori. Enfin, bon, moi non plus. Sauf si Findus change encore d'industrie, mais on part sur autre chose là. Non, mais en gros, si tu veux, effectivement, c'est dans l'imaginaire. Donc, tu peux prendre autant la vraie vache que tu vas avoir pour expliquer qu'effectivement, on la mange, ou l'histoire du lait, que pour que la vache produise du lait, on la sépare de son petit veau. Le petit veau, il a un biberon et on prend la vache. Donc là, pour l'enfant, ça n'a pas de sens. Ah bon? Mais on prend la nourriture du veau pour nous? Ah ben là, l'enfant, tu vois. Mais que t'aies la vache en face de toi ou qu'en fait, tu l'expliques avec un livre qui parle de vache, c'est pareil, en fait. En fait. C'est juste les moments où tu vas être amené à parler de ça. Mais globalement, ça passe par l'expérience, effectivement. Tu te retrouves, je sais pas, tu visites une ferme, le débat va s'ouvrir à ce moment-là. Ou alors, l'enfant vient avec sa question parce que tu es en train justement de lui lire un livre sur la ferme. Peu importe, en fait, que la question, que ce soit toi qui as envie d'initier le débat ou que l'enfant pose la question, ce qui compte, c'est... Alors, je te donne les astuces, et puis pour les auditeurs, généralement, déjà, prendre des exemples, c'est toujours... il faut que ce soit très concret pour un enfant. Donc, tu vois, l'histoire du veau, c'est même pas la peine d'expliquer la traite des vaches. Simplement, voilà. Tu sais, quand maman, elle a eu un bébé dans son ventre, après, il y a du lait, et la vache, c'est pareil. Ça veut dire que pour avoir du lait, il faut qu'elle ait un petit veau. Donc, on va lui faire avoir beaucoup, beaucoup de petits veaux. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas rester avec eux. Là, déjà, je te regarde, t'as déjà envie de pleurer, moi aussi. Ouais. Ah, c'est horrible. Ne buvez plus de lait, on va faire baisser les actions. Mais donc tu vois, c'est assez concret. L'empathie, elle est tout de suite là. Un exemple concret. Ensuite, des mots très simples. Encore une fois, des mots selon l'âge de l'enfant auxquels il peut s'identifier. Maman, bébé, lait, facile, quoi. Tu vois. Après, ton enfant va te dire, du coup, qu'il veut plus boire de lait. Et puis après, c'est l'expérience. Et effectivement, l'expérience, la sensibilisation, ça peut aussi passer par des ateliers, par toucher. Par exemple, moi, il y a un truc... mais encore une fois, c'est autant par les mots, c'est autant intellectuel que physique. Enfin, j'ai envie de te dire, tous les chemins mènent à la discussion. Je te donne un exemple. Nous, on dit jamais qu'un animal est méchant, parce que déjà, ce n'est pas strictement vrai, puisque méchant implique une volonté. Donc, on dit qu'un animal, il est dangereux. Donc, tu vois, on va déconstruire, par exemple, l'histoire des loups. On va déconstruire, un requin, il est peut-être dangereux, mais il est certainement pas méchant. Ou, moi, je m'extasie depuis toujours sur les insectes. Et j'ai la grande satisfaction que ça a marché. Mes filles, elles s'extasient sur les insectes. Alors, ça fait un peu écho, elles reprennent mes mots. Mais là, je sais plus, alors, il y a les chenilles processionnaires. Alors, bon, pour la plupart des gens, c'est des nuisibles. Alors, pour nous aussi, on va pas les mettre le nez dedans. Mais ma fille, elle va dire « Oh, la beauté de la chenille !» Ça, c'est une phrase à moi, tu vois. Et je trouve ça génial. Je me dis, OK, bon, j'ai quand même réussi 2-3 trucs. Et puis surtout, leur laisser le choix. C'est-à-dire ne pas leur imposer nos choix, leur laisser eux-mêmes trouver les solutions en les questionnant. OK, donc, d'accord, tu vois que tuer une vache, ça, c'est pas une idée qui te plaît. Non, elle est gentille, la vache. Pourquoi on tuerait la vache? Et son bébé, il doit rester avec maman. OK, bon, donc, tu veux plus qu'on boive de lait. Là, généralement, les enfants, ils sont mis face à eux-mêmes. Parce que généralement, ils aiment bien la viande, ils aiment bien le lait. Et donc là, on les amène à avoir une réflexion. Il ne faut pas être dans la culpabilisation, surtout quand ils sont petits, mais dire qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu veux décider quelque chose? Est-ce que tu veux prendre le temps d'y réfléchir? Est-ce que tu veux qu'ensemble, on prenne une décision? Il n'y aura plus jamais de lait de vache dans cette maison. Il existe un lait végétal. Est-ce que tu veux qu'on goûte? Et le parent, qui lui-même est informé, va proposer une alternative qui va apaiser l'enfant. Dans ce truc-là qui peut être assez oppressant de se dire, en fait, c'est très culpabilisant pour l'enfant d'aimer quelque chose alors qu'il vient de comprendre qu'en fait, c'est pas bon. Ouais, mais ça veut dire quand même que les parents doivent être prêts à faire des gros changements sur eux, leur méthode d'alimentation ou leur méthode de déplacement, j'en sais rien. Tu vois, si, en fonction des sujets qui sont évoqués, là, on reste pas mal sur l'alimentation, mais il y a probablement aussi beaucoup d'autres choses, quoi. Alors, gros changement, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, les enfants, encore une fois, sont à la fois très engagés, très demandeurs, très décidés. Nous, le cochon, je peux dire qu'à la maison, c'est fini à 95%. Je veux dire, les soirées fromage et charcuterie sont très, très, très loin derrière nous. Donc, on peut acheter de temps en temps du saucisson. Elles aiment bien ça. Par contre, alors après, c'est question de curseur. C'est-à-dire que, tu vois, on va prendre parfois du jambon de dinde. Alors, il y a peut-être des auditeurs qui se retournent, là, qui bondissent. Mais comment? Pourquoi les dindes ont droit à moins de respect que les cochons? Bon, attendez, on se calme. Justement,
précisément, c'est là où il faut pas trop mettre la pression ni à l'enfant ni à soi-même, en fait. On fait les changements qu'on peut, on fait les changements qu'on veut. On a tous des contradictions, on sera jamais parfait. Mais donc, déjà, mettre en place quelque chose, c'est bien. Après, gros changement ou pas gros changement, l'enfant peut aussi revenir. Tu vois, moi, ma fille, elle a goûté du lait de vache chez une copine, ça a un goût sucré, machin, elle adore. Donc, du coup, mon mec, il en a acheté. Bon, évidemment, il s'est fait défoncer, mais... non, mais tu vois, je lui ai dit, mais non, mais il me dit, ouais, mais elle aime bien. Bah oui, mais non, pas beaucoup. Donc, bon, ok. Il faut pas être vraiment trop... Il faut rester flexible. Et ça, c'est valable pour tout dans l'écologie, parce qu'en fait, sinon, tu tiens pas dans la durée. Donc, moi, je parlerai pas de gros changements, mais je parlerai, au contraire, de petits changements qui sont les plus spontanés pour nous. Bon, là, on parle de nourriture, mais il y a d'autres changements. Il faut prendre le plus simple. Est-ce que le plus simple pour toi, c'est d'arrêter d'utiliser des bidons de shampoing et de prendre du shampoing solide pour économiser la bouteille en plastique? Ou est-ce que le plus simple pour toi, c'est d'arrêter de manger de la viande? Ou est-ce que le plus simple pour toi, c'est de planter un potager parce que toi, tu as la chance d'avoir une maison avec un jardin? Qu'est-ce qui est le plus facile? Parce que plus c'est facile, plus tu vas le tenir. Voilà. Une fois que ils ont eu leur première découverte, donc par exemple des filles à la boucherie ou face à l'explication d'un bouquin sur l'alimentation, sur le lait animal ou choses comme ça, il peut y avoir une réaction assez forte de l'enfant, donc de la tristesse ou de la colère ou du désarroi ou je sais pas, toi tu parles de militantisme, d'activisme, donc ça peut vraiment être un peu toutes ces émotions qui sont rassemblées dans ce truc-là. Comment est-ce que tu fais pour les gérer, ces émotions? Donc il y a un peu cette partie de passage à l'action, de décision, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, d'une manière générale, pour réduire l'éco-anxiété, et ça c'est valable pour les adultes comme pour les enfants, il y a un seul remède à l'éco-anxiété, c'est l'action, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, c'est un peu valable dans la vie. C'est-à-dire qu'en gros, si tu es en déprime, le jour où tu te lèves et que tu vas faire un jogging, et que tu as réussi à faire ça, bah, ça va déjà mieux. C'est step by step. Donc globalement, quelle que soit l'action, ça va aller mieux en le faisant. Donc ça peut être, je liste un certain nombre de choses qu'on peut faire avec les enfants, mais pour les accompagner, s'ils ont justement cette colère, qui est bien légitime, est-ce qu'on va s'inscrire, je te dis n'importe quoi, dans une fédération de ligue de protection des oiseaux, je te dis n'importe quoi, en province, il y a plein de petites associations locales. Est-ce qu'à Paris, on va lancer, ou pendant les vacances, un ramassage sur la plage? Quelle que soit l'action, ça va donner un souffle, ça va donner un dynamisme, et ça va redonner de l'espoir, ça va redonner de l'optimisme, et ça va aussi donner de la valeur. C'est-à-dire que l'enfant, il va aussi prendre confiance, et ça va changer son estime, en fait. Je suis utile, je peux changer les choses. Évidemment, tu lui dis pas que c'est en ramassant 50 mégots sur la plage qui va changer le monde. Tu lui dis pas ça. Ça, tu pleures le soir en te disant c'était que 50 mégots. C'était que 50 mégots et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais en tout cas, pour l'enfant, l'action, et donc pour les adultes aussi, l'action, c'est le remède, voilà, quelle qu'elle soit. C'est pas que prendre des décisions, tu vois, l'action qui est à la lisière avec le... Alors, c'est pas du militantisme, hein, quand tu rentres dans une association de défense des animaux ou que tu fais un ramassage de plastique, c'est pas vraiment du militantisme, mais quand même, tu t'engages. Donc c'est encore autre chose que de prendre... Ce que disait Adrien Henriet, c'est que c'est un vote, en fait. De toute façon, l'alimentation en général, c'est un vote pour... Effectivement. Alors en plus, c'est bien parce que tu m'emmènes là où je voulais aller. La difficulté pour moi, hein, qui reste la plus grande pour les enfants, c'est quand ils te posent une question avec tristesse et ou colère, dont il n'y a aucune autre réponse que c'est à cause du pognon. Parce que l'enfant, c'est une réponse qu'il ne peut pas intégrer. Déjà que moi, je ne l'intègre pas, et que déjà je t'en parle là, je sens que ça va m'énerver. Mais je ne vais pas m'énerver. Mais il ne peut pas comprendre l'enfant. L'enfant, à la base, il ne peut pas comprendre pourquoi on va faire quelque chose qui nuit à quelqu'un, qui nuit à tout le monde, qui nuit à un animal, qui fait du mal, qui laisse des traces, qui est mauvais pour de l'argent. L'enfant, il ne fait pas de compromis, ni de compromission. C'est dans le monde de l'enfance, Alors, il y a peut-être des gens qui vont me dire, oui, il y a des enfants. Bon, non, globalement, l'argent, c'est quand même compliqué comme raison, ça ne suffit pas à l'enfant. Tu vois, et on leur dit beaucoup, hein, quand ils sont petits, gentils, méchants. C'est très blanc et noir, hein, l'enfance. Les 50 nuances de gris, elles arrivent après. Et encore, moi,
je les maîtrise. Je n'ai pas encore beaucoup de nuances, mais j'y travaille. Donc non, c'est assez totalitaire, quoi. C'est-à-dire que les enfants, ils vont dire... il y a plein d'enfants qui disent mais les gens qui font ça, il faut les tuer. T'as toujours dans la nuance, les enfants. Et toi, t'es là, je suis d'accord, mais ne le dis pas. Non, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que ça reste la difficulté. Et là, on peut aussi dire la vérité. Enfin, c'est même pas on peut aussi. C'est que ma recommandation, c'est de dire la vérité. C'est qu'il ne faut pas hésiter à dire aux enfants, je ne sais pas. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Moi non plus, je ne comprends pas qu'ils puissent faire ça, même pour gagner beaucoup d'argent. Moi non plus. Mais on n'est pas obligé de faire comme eux. On peut même faire autrement. Et on peut choisir, justement, de donner notre argent à d'autres gens. Et là, tu les rebascules vers un autre thème, qui est la consommation, en leur expliquant que ça aussi, en fait, boycotter. Donc ça, c'est l'initiation au boycott, qui est très... les enfants, ils aiment contrôler. Donc, le boycott, c'est un truc... ils aiment, tu vois, se dire... c'est comme j'appuie sur le bouton rouge, j'appuie sur le bouton bleu. Enfin, tu vois, je parle pas de Matrix là, mais en gros, c'est vie et mort. Les enfants, c'est quand même potentiellement des petits tyrans. Ils aiment bien. Et c'est normal pour leur construction d'expérimenter leur contrôle. Donc, dire, non, j'achète pas ça, et moi, j'achèterai jamais de Coca-Cola, parce que Coca-Cola, il prend l'eau, des gens, ils ont plus d'eau. Au Mexique, je veux dire, c'est très facile d'expliquer à un enfant que pour fabriquer une boisson gazeuse, que je viens de nommer, on prend l'eau, et que du coup, les gens, ils ont plus d'eau. Et que ça leur cause des problèmes de santé. Après, tu peux aller sur le sucre, etc. Et que moi, je ne veux pas donner mon argent à ces gens-là. Alors là, je peux dire que nous, il n'y a plus jamais eu de NUTE2LA à la maison. Parce que les orang-outans, l'huile de palme, tout ça, c'est fini. Ça, c'est niette. Comment est-ce que tes enfants se comportent quand ils sont chez des gens qui n'ont pas forcément les mêmes... les mêmes intérêts activistes, tu vois, parce que du coup, tu me parlais au tout début de la normalité, en fait, ce qu'ils ont à la maison, ils intègrent ça comme ce qui est normal. Donc en fait, s'ils se retrouvent chez des amis à dormir et qu'en fait on leur dit pas si Nutella c'est super bon, t'inquiète, tu vas voir, le Coca-Cola, mais si on en a fait un anniversaire, donc évidemment qu'il y a du Coca-Cola. Et là du coup, est-ce que ça peut être très difficile pour des enfants de se réintégrer parce que du coup, on va avoir la pression ou alors d'asséner une connaissance et d'être un peu marginalisé parce que ça va très très vite aussi avec les enfants. Et comment est-ce que ça peut s'intégrer, tu vois ? Alors, je parlais tout à l'heure de flexibilité. Ouais. C'est la clé. Il ne faut pas viser la perfection. Mais c'est valable aussi pour les adultes. Parce qu'encore une fois, tu ne vas pas tenir sur le long terme. Donc, en fait, il y a une phrase que j'ai souvent dite, c'est, mais en plus, je pense qu'il y a plein d'autres gens que moi qui l'ont dite, c'est qu'il ne faut pas quelques personnes parfaitement écolo, d'ailleurs, en plus, ce n'est pas possible, mais une armée de gens qui changent quelques habitudes pour toujours. Donc, en fait, le Nutella, puisqu'on en parle, mes filles, n'en ont pas mangé depuis je ne sais pas combien de temps. Tu sais quoi ? Elles en ont mangé avant-hier. Voilà, on était chez des potes, crêpes parties, Donc moi, en rigolant, évidemment, moi, nécessairement, je dis à mes potes, les orang-outans, bravo. Je les culpabilise pas, je les taquine un peu. Et les filles, elles ont été contentes de manger leurs crêpes au Nutella parce que elles aiment. Je leur interdis pas du tout. Et je les culpabilise pas non plus, et je culpabilise pas mes potes. Je le glisse, parce que je peux pas m'en empêcher, et que moi, je suis comme ça. Mais tu vois, il n'y a pas de... Et effectivement, il faut faire attention. Après, les familles qui sont très, 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 très engagées, et moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas 0% plastique. Zéro plastique, c'est... Encore une fois, c'est quelques habitudes qu'il faut changer. Moi, les gens, par exemple, ils changent plein d'habitudes. Moi, mes cheveux, j'ai pas envie de les laver avec du shampoing solide. Mais en revanche, utiliser un sac poubelle, ça me défrise. Parce que ça, pour moi, ça n'a pas de sens pour la nourriture. Donc, je vais utiliser un sac en craft. Alors maintenant, je suis revenue au sac poubelle. Enfin, tu vois, les choses, il faut garder de la flexibilité. Il faut être bienveillant envers soi-même en premier. Parce que finalement, l'écologie, et pour les enfants comme pour les adultes, en fait, c'est des putains d'efforts, mais au quotidien. C'est-à-dire que vouloir être zéro plastique, c'est une sorte de résistance, mais c'est à chaque instant. C'est dire non merci au sac qu'on te propose. C'est ne pas acheter la petite babiole. C'est amener ton Tupperware à chaque fois que tu vas aller commander à l'extérieur. Le Tupperware, c'est le film plastique. C'est à chaque instant, donc c'est épuisant. Donc, il faut être hyper bienveillant envers soi, expliquer. Les enfants, encore une fois, il faut voir ce qui marche. Donc, toi, tu peux avoir un enfant. Alors, moi, ma petite, les animaux, elle s'en fout.
Enfin, elle s'en fout. C'est-à-dire que elle aime manger de la viande, elle mange de la viande, tu vois. Et elle sait, et elle dit, bah oui, mais moi, j'aime trop ça. Ok. Donc elle a pris sa décision quand même. Elle a pris une sorte de décision, elle a que 6 ans. Une sorte de pleine conscience quand même. Voilà, une sorte de pleine conscience, elle assume. Bah, je lui dis rien, évidemment. Par contre, moi, elle voit et elle sait qu'il n'y a pas de bébés animaux à la maison. C'est-à-dire qu'on a le fameux jambon de dinde. On va avoir, qui est d'ailleurs, qui ne se trouve pas en fait dans les boucheries. Hein, donc finalement, tu reviens au supermarché que tu détestes, mais... Et donc, on va avoir ça, on va avoir de temps en temps des boulettes ou un steak, bon, mais jamais il y aura du veau, parce que ça, pour le coup, psychologiquement, c'est trop dur. Donc, il faut être toujours dans cette nuance, être à l'écoute, voir ce qui marche à un moment avec un enfant peut ne pas marcher avec un autre, peut ne plus marcher avec ce même enfant un peu plus tard. Et c'est déjà énorme, en fait, de leur dire tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une clé qui est en fait de garder une communication hyper fréquente sur ce sujet-là, d'aller reposer la question, de revenir sur des choses qui ont déjà été acquises peut-être avec l'enfant. Bien sûr. Et c'est une vraie demande. C'est important pour les parents aussi parce que du coup, ça leur permet aussi de se remettre à jour entre guillemets sur des choses qui ont peut-être évolué aussi chez eux. Exactement. Nous, il y a des choses, là, c'est terrible parce que moi, je me sens moins écolo à la campagne qu'ici, que quand j'habitais à Paris, quoi. À Paris, j'étais dans une rue hyper commerçante, il y avait plein de... Donc, le fromager... comme ici, là. Et en fait, la campagne, nous, on avait un peu fantasmé le truc, tu vois, genre les petits producteurs locaux. Soit t'en trouves un, mais en fait, il faut que tu fasses 15 bornes en voiture, donc on reparle de cycle de vie, donc tu utilises ta bagnole, donc c'est pas bien. De toute façon, tu fais tout en bagnole. Alors moi, j'ai un vélo électrique, mais en fait, t'es obligé d'aller en hypermarché. Moi, j'ai vécu à Paris, j'ai grandi à Paris, jusqu'à mon adolescence, que je fréquente quelqu'un qui était en banlieue, je n'avais jamais mis les pieds dans un hypermarché. C'était les supermarchés, donc plus petits. Et ben là, les 2 premières fois où j'étais en hypermarché, j'ai eu une migraine. Ouais. Je te jure, c'était waouh, les stimuli de partout, la lumière, le son, waouh, trop d'articles. Comment les gens font pour faire leur choix. Enfin, c'était écrasant, avec en fait. Avec des rayons qui changent tous les 3 mois, donc une fois que tu as récupéré ton premier circuit, tu le perds. Et puis... Alors, je sais pas, moi j'ai été dégoûtée par le rayon de la viande. Je me suis dit, en fait, ça donne le tournis. Tu te dis, mais on est individualiste à ce point-là qu'on a besoin d'avoir 90 sortes de jambon sous vide. Alors, le fumé, le 4 tranches, le 2 tranches, le quen, le machin, le truc, enfin... Tu comprends bien qu'en fait, ça peut pas fonctionner. Donc moi, je dis beaucoup qu'il faut boycotter les hypermarchés et les supermarchés. Et je me retrouve à devoir faire mes courses à l'hypermarché. Je suis dégoûtée. Ça, c'est une grosse différence. Tu vois, j'en discutais avec... écoute, je sais même plus avec qui on en discutait. Avec Thomas Wagner, de Bon Pote, qui me disait qu'il y a 2 choses quand même entre une sobriété qui est choisie, une sobriété qui est subie et qui n'est plus une sobriété, qui est une pauvreté. Et en fait, quand tu es à la campagne et que tu n'as pas d'accès possible, en fait, tu peux pas, à part te dire, OK, je déménage et je vais dans un endroit qui est plus accessible, si encore tu as les moyens de déménager, tu vois. Mais si tu n'as pas ces moyens-là, ça devient en fait pas un choix de devoir faire ça. Et donc, à ce moment-là, tu ne peux pas t'imputer ce bilan carbone ou ce bilan environnemental ou biodiversité en fonction de tes choix de course, quoi. Mais... Alors, bon, moi, j'ai quand même une valeur qui m'est très très chère et que je dis, que je partage avec mes enfants. Mais vraiment, j'y crois. Je te jure, j'y crois. Dans la vie, on a toujours le choix. C'est juste l'effort que ça va te demander de mettre en place ce choix et de l'assumer. Ouais, la priorité que tu mets après, tu vois. Ce que je dis aussi, toujours, parce qu'il y a des gens, tu sais, pour qui l'écologie, c'est entre guillemets encore un truc de bobo, puisque là, on parle de consommation, on parle pas de... Sauf qu'en fait, oui, c'est vrai que ça peut coûter plus cher. Enfin, je veux dire, faut pas être hypocrite. Les gens qui disent non, ça coûte pas plus cher. Alors évidemment, il y a maintenant des premiers prix, des machins en bio. Mais si tu sors de l'alimentation, effectivement, tu peux pas t'habiller, tu peux pas vivre sans voiture. Enfin, je veux dire, effectivement. Donc, on a toujours le choix, c'est qu'on peut aussi faire différemment à d'autres endroits. Je sais pas, moi, je connais des gens dans un petit village, ils vont acheter en fait en gros, la farine en gros à un moulin qui normalement ne livre qu'aux professionnels. Ils vont s'arranger pour commander, je sais pas, 50 kilos. Et puis en fait, ils sont peut-être 10 familles et puis ils vont chacun, tu vois, voilà. Mais ça demande un effort. Et clairement, quand tu bosses à l'usine, que t'es maman solo,
que tu fais les 3-8, t'as pas que ça à foutre. Parce que c'est déjà. une histoire de priorité. Et là, on arrive sur un truc social, c'est que t'es déjà dans la survie. On s'éloigne un tout petit peu des enfants, mais malgré tout, les enfants, ils subissent aussi la précarité de leurs parents au niveau du travail. Évidemment, un enfant qui voit sa mère revenir après avoir enchaîné 2 boulots et qu'il est rentré de l'école, il était tout seul. Du coup, on l'a pas aidé pour ses devoirs. Mais tu crois que la mère, elle va donner des knackis parce que pour elle, c'est de la viande et puis point barre. Donc, il faut surtout pas montrer du doigt les gens. Moi, j'aime les gens. Moi, je veux les comprendre. Je pense qu'il faut absolument pas culpabiliser. Il faut tendre la main. Il faut répéter. Il faut éduquer. Il faut vraiment initier les gens aussi. Parce que, mais ça prend... c'est un travail vraiment de tissu social. Quand tu as montré que ça coûtait moins cher parfois d'aller au marché et de cuisiner, alors ça prend du temps. Mais qu'après, on peut s'organiser autrement, etc. Il y a des gens qui vont changer d'habitude. Mais changer une habitude, quand tu es déjà dans la survie, c'est très compliqué et tu n'as pas que ça à foutre, pardon. Là, l'écologie à transmettre à tes enfants, elle arrive très très loin derrière toutes les autres préoccupations, quoi. Et d'ailleurs, si on switch un peu, parce qu'on a parlé pas mal consommation, biodiversité un petit peu, dans ton bouquin, il y a 4 grands thèmes, en fait. Donc, c'est consommation, pollution, climat... Pollution au pluriel. Climat et biodiv. Autant, tu vois, sur la consommation, sur la biodiversité, c'est des choses qui paraissent peut-être plus faciles, plus tangibles pour des enfants. Autant, comment est-ce que tu fais pour aborder des sujets pollution, climat qui peuvent paraître un peu plus lointains? Alors évidemment, là, on se retrouve avec des crises énergétiques, des incendies, des sécheresses. On a eu un peu de pluie la semaine dernière, mais on sort quand même de 35 ou 40 jours sans pluie en France. Donc, c'est des choses qui peuvent être un peu plus explicables, mais j'ai l'impression que les liens de cause à effet sont beaucoup plus difficiles à comprendre pour des adultes. Alors, pour des enfants, comment est-ce que tu fais pour expliquer ça? Effectivement, pardon, je reviens une seconde sur la viande. C'est le fameux problème du burger que les gens commandent et qui ne comprennent pas, ils ne voient pas en quoi c'est pas écolo. Parce qu'on ne leur a pas dit que pour produire 1 kilo de viande, il avait fallu tant de kilos, et que c'est produit dans des pays où il n'y a pas d'eau, et que du coup, on prend l'eau, et que ces céréales, elles pourraient être données à des populations, et que ça fait plus de calories, en fait, ça nourrit plus de monde que la viande qui va en être produite, et qu'on va en jeter la moitié. Bon, là, j'ai résumé. Donc, effectivement, la causalité, c'est aussi un biais, en fait, et un obstacle dans l'initiation à l'écologie auprès des enfants. En revanche, alors, je prends le plus facile, pollution au pluriel. Ça reste facile à expliquer parce que quand on pense pollution, peut-être toi et moi, tout de suite, justement au singulier, on pense genre voiture, c'est la fumée. Ouais, voilà. C'est ça, des odeurs. Mais moi, ce que j'aime quand je fais des ateliers dans des écoles, c'est justement parler de toutes les pollutions, parce que ça, on n'en parle jamais. Et les enfants comprennent très bien que si tu mets du liquide vaisselle... sur une plante, ça va pas lui faire du bien du tout. Et que donc, alors en plus, ça les fait marrer dès que tu parles de caca, là, tu es sûr que tu as l'attention de toute la classe. Donc, quand tu commences à expliquer que, en gros, le caca des vaches qui sont... alors, je leur dis pas qu'elles sont élevées en Bretagne et que c'est un drame, et je leur parle pas des algues vertes, mais qu'en gros, un peu de caca, ça peut être bon pour la terre, mais trop, ça étouffe. Ils comprennent. Quand tu leur dis que ça va dans les rivières et que le pipi des vaches, il va dans les rivières parce qu'en gros, il y a beaucoup de vaches dans un endroit et qu'après, ils imaginent boire du pipi, alors ils rigolent, mais attends, ça reste. Ça, c'est de la pollution. C'est un autre type de pollution que les adultes pensent que les enfants ne peuvent pas comprendre parce que c'est pas genre la numéro 1. La pollution de l'air, ça, je pense que la plupart des enfants, ils l'ont de fait, parce qu'ils dessinent toujours des voitures avec des nuages derrière, c'est un peu triste d'ailleurs. Mais, et puis, la pollution des sols, donc encore une fois, ils comprennent. Donc les pollutions, et puis les trucs dans la mer, les objets que les animaux vont manger, les poissons qui ont dans le ventre du plastique, c'est la pollution qui a un impact direct sur leur copain Nemo, donc ils comprennent. Ils comprennent cette pollution. Donc, pollution, ça va. Ça va. Ouais, maintenant, le gros morceau, climat. Arrivons sur climat. On se l'est gardé pour la fin. Alors, le climat, effectivement, les liens de causalité sont beaucoup plus difficiles à faire. Mais malgré tout, l'exemple que j'utilise toujours pour le réchauffement climatique, c'est celui, puisque donc, je rappelle, donc ce sont des rayons qui vont arriver, qui vont se réfléchir sur la Terre, et on parle d'effet de serre.
bah finalement, en réutilisant les mots, on l'a. Hein. C'est-à-dire qu'une serre, bah tu vois, c'est enfermé dedans. Hein. Donc là, t'imagines un ballon, il rentre, ça chauffe, c'est pas exact, mais c'est pas grave. On a l'image. Il veut sortir et puis il y a comme un couvercle. Alors, tu vois, la Terre, ça devient un peu comme une cocotte minute. T'as vu, quand il fait chaud l'été, les enfants, ils ont déjà tous vécu une canicule hein, dans leur vie, même en Même Normandie. Ceux qui ont 3 ans. Ouais. Donc voilà. Donc, t'as vu quand il fait chaud et qu'on n'a pas d'eau. Et ben, tu sais ce qui fait que en fait, le nuage, là, le couvercle qui se met au-dessus du ballon, qui peut pas sortir. Et ben ça, c'est... Alors, encore une fois, tu résumes, mais c'est ce qui sort des avions, des voitures, enfin... Tu vois, tu le dis d'une manière qui est très, très, très imagée, même si elle n'est pas exacte. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Ok. Je t'ai convaincu? Tu as l'air sceptique. Bah, convaincu. Oui, moi, de toute façon, je suis convaincu. Oui, non, mais j'essaye pas de te convaincre. Oh putain, en fait, t'étais climato-sceptique et on le savait pas. Ballon. Non, c'est grosse nouvelle sur The Big Shift. Mais... je sais pas, j'essaye de m'imaginer en même temps que tu le dis à expliquer ça à mon neveu, tu vois. Ok, alors ton neveu, bah, tu vois, la pollution, enfin, alors tu dis pas la pollution parce que c'est pas exact, mais ça dépend de l'âge qu'il a aussi. Mais en gros, il y a des gaz, ils se mettent au-dessus, ça fait comme un couvercle, et après la chaleur, elle peut pas partir. Elle peut plus partir. Et quand il fait très, très, très chaud, bah, les plantes, elles meurent. Et puis alors, du coup, si les plantes, elles meurent, bah, tu vois, les légumes, tout ça, bah, il y a moins d'eau. Du coup, nous, on a moins à manger. Et puis aussi, bah, les insectes, et c'est là où, après, selon l'âge, tu incorpores le thème d'écosystème, de l'interdépendance entre tout, les petites abeilles, que s'il n'y a plus les abeilles, bah, du coup, on n'a plus les fruits et les légumes. Tu vois, la chaîne alimentaire, en fait, ce qui est, avec le climat, en fait, le climat, c'est pas le climat qui est intéressant, c'est les conséquences. Alors moi, j'aime bien parler de dérèglement climatique, parce que c'est pareil, pour les enfants, ça leur parle plus que réchauffement. Alors, parce que réchauffement, c'est assez simple. Hein. Quand il fait chaud, bah, tu vois, on peut mourir vite. Voilà, mais du coup, le jour où il fait froid, ils comprennent plus. Ouais. Voilà, donc c'est le problème des climato-sceptiques, on en parlait. Il y a de la neige, donc en fait, on se réchauffe pas. Ah, tais-toi. Donc, dérèglement, ils vont comprendre. T'as vu là, t'as vu comme il fait doux aujourd'hui? Ah oui, t'as vu, hier, on a mis un manteau, puis aujourd'hui, on met plus de manteau. Bah, tu vois, c'est la Terre, hein. Tout ce qu'on lui fait, ça la rend un peu folle. Donc, les nuages, évidemment, tu vas pas rentrer peut-être, je sais pas, moi, je te dis n'importe quoi, dans les pluies acides, mais tu peux aussi parler... Avec le fait de dire, bah voilà, toi, quand tu as 1 degré de plus et que tu as de la fièvre, tu te sens pas bien du tout, bah voilà, la Terre, elle a 1 degré de plus, bah, de la fièvre, elle se sent pas bien du tout. Voilà, tu vois, ça, c'est un... Tu vois, t'avais pas besoin de moi, en fait. Non, mais j'ai besoin des experts pour venir l'expliquer aux autres. Moi, c'est bon. Attends, on va demander à ton neveu s'il a bien compris. Oui, il a 3 effectivement. ans et demi, donc il y a encore un petit peu de temps. Bah, quand il fait trop chaud, on n'est pas bien. Voilà. Mais après, c'est en fonction de l'âge. En fonction de l'âge. Est-ce qu'avant de clôturer cet épisode, t'as un truc à dire sur... Eh oui, ça fait 50 minutes. Mon Dieu. Mais oui. Oh. Sur... où est-ce qu'on peut trouver ton livre, déjà? Ah bah partout. Alors je ne vais pas vous inciter à le commander sur quelle est la meilleure librairie dans laquelle on peut le commander? Non, ce qui compte, c'est de le commander en librairie. C'est d'aller chez un petit libraire passionné, de le commander. Tous les libraires peuvent le faire venir. Et puis sinon, il y a les librairies indépendantes quand même sur Internet qui permettent justement de faire des relais. Et il est disponible aussi en version numérique. Voilà, moi, je l'ai pris en version EPUB, donc en version numérique pour le lire sur mon ordinateur d'enfant. Mais tu vois, la pollution numérique, ça, c'est un truc aussi qui est un peu compliqué pour les enfants. Ouais. Parce que il faut leur expliquer qu'à l'intérieur, et alors là, généralement, ça devient complètement borderline, parce que si tu essaies de leur expliquer qu'en gros, il y a des enfants de leur âge qui ont été dans des mines pour chercher les minerais qui sont nécessaires à la fabrication de la tablette ou de l'ordinateur ou des téléphones, là, ça jette quand même un gros froid. Donc ça, tu vois, ça fait partie des choses. Tu vas pas le dire comme ça. Tu vas plutôt, tu vois, il faut garder les choses qui sont les plus difficiles pour des moments où ils peuvent l'entendre. Et ça, c'est chaque parent qui sait avec son enfant. Mais disons que pour moi, ne pas dire certains détails, c'est édulcorer. Édulcorer, c'est nécessaire, mais ça ne veut pas dire mentir. En fait, on va venir rajouter du détail sur la peinture au fur et à mesure. De toute manière, tu l'as dit, on reparle et on va revenir sur ces sujets. Parfois, en plus, ça mature. Tu vois, tu parles d'un truc avec ton enfant. Genre, toi, t'es là, t'as à moitié oublié la discussion. 5 jours après,
mais en fait, maman, tu m'as dit ça. Toi, t'es là, quoi j'ai dit ça. Ils reviennent, en fait. Ça mature dans leur tête, ça tourne. Et donc, voilà, il est toujours temps de préciser. Et c'est important de ne pas les déprimer, de ne pas les choquer, de ne pas vouloir, par exemple, marquer leurs esprits, tu vois, ou de les convaincre à tout prix. Si toi, tu es un militant écolo, il faut quand même y aller mollo, parce que c'est quand même aussi une manière de dégoûter son enfant. Enfin, voilà. Mais tu vois, c'est intéressant, parce que je pense qu'on terminera là-dessus, mais on parle beaucoup quand on a un peu un déclic de l'urgence climatique, de la courbe de deuil, où tu as la réalisation, ça te fait lever les yeux au ciel, ça a l'air d'être énervé. Mais du coup, est-ce que tu vois, est-ce qu'on parlerait est-ce qu'on pourrait parler un peu à un enfant du dérèglement climatique, un peu dans la même temporalité qu'on annoncerait une mort, par exemple, tu vois? C'est-à-dire, on parle de cette courbe d'acceptation. On va tous crever, ma chérie. Non, mais tu vois, il y a un peu. Alors, effectivement, peut-être que la partie déni, elle est moins relatable, tu peux pas trop la comparer à ce qu'un enfant pourrait vivre, mais du coup toute la partie de tristesse, de un peu dépression, de compréhension, et puis après de remonter la pente, tu vois. Les enfants sont plus rapides que nous, ouais. Et à la fois ils ont une temporalité selon leur âge qui n'est pas très précise. Tu vois, même à 6 ans parfois, quel jour on est, c'était hier ou c'était la semaine dernière, ils savent pas toujours. Donc les enfants ils sont beaucoup dans le présent en plus que nous, tu sais, nous on fait du yoga et des trucs pour se remettre dans le présent parce que on est comment appelé de partout. Bah oui, non mais donc en fait, je pense que déjà parler de mort, faut forcément y aller avec des pincettes. On peut le faire à un moment, quand tu parles des animaux, voilà, mais on peut aussi parler d'éthique. Tu vois, pourquoi je veux pas t'acheter ce t-shirt avec une licorne rose fluo ? Parce que je ne sais pas qui l'a fabriqué. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très malheureux parce qu'on le paye pas beaucoup et c'est pas juste en fait. Tu vois, on peut aborder toutes ces questions-là, mais en restant encore une fois très simple. T'es pas obligé de dire qu'ils travaillent jour et nuit et que ça s'écroule sur leur tête et tout ça. Voilà, enfin tu vois, c'est comme les questions d'écoféminisme, tout ça. Je pense que ça vient quand même bien après. Hein, la granulométrie, elle est vraiment plus lointaine. Donc, en termes de temporalité, tu peux dire si on continue comme ça. Y a beaucoup de choses très graves qui vont se passer, mais s'ils ont la satisfaction derrière de voir que l'adulte va essayer de prendre les choses en main et justement faire à l'enfant des choses, même si au fond de toi tu sais que c'est encore une fois pas en ramassant 50 mégots qui va changer le monde, mais peu importe en fait, c'est toujours mieux que de pas les avoir ramassés. Et dans son cœur, parce que le cœur en fait, le cœur est au cœur de tout pour moi, l'enfant il va se sentir plus serein, tu vois. En revanche, effectivement, faut faire attention parce que les enfants peuvent très rapidement ressentir de l'angoisse. Donc non, on va pas dire on va tous mourir, mais on va dire par exemple, s'il fait vraiment très très chaud, il y a des gens qui pour l'instant arrivent dans le désert difficilement à survivre, ils ne pourront pas. Donc ils devront se déplacer. Et tu dis pas qu'il y a des populations entières qui vont disparaître parce qu'ils vont mourir de faim à cause de ça. Enfin, tu gardes ça pour quand ils seront un peu plus grands, quoi. Ok, merci beaucoup pour ces insights. Et c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous êtes là, c'est que vous êtes notre auditeur préféré au bout de 55 minutes. Grave. Donc franchement, prenez le temps d'aller liker, d'aller mettre quelques commentaires parce que ça nous fait plaisir. Et puis surtout, allez nous suivre aussi sur Instagram, sur LinkedIn. C'est le seul moyen pour nous d'échanger avec vous parce que le podcast, ça reste quand même dans un seul sens. Et ça, c'est vraiment ce qui me frustre le plus. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller mettre ces 5 étoiles. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Anne. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.